À l'issue de la visite de l'expo qu'on a faite tout à l'heure avec Anne, j'étais un peu perturbé à la fin parce que j'ai vu 2 décors absolument magnifiques. J'ai dit, c'est quoi, c'est qui? On m'a dit, c'est Céline. Céline Drone, bonjour. Bonjour. Oui, magnifique, magnifique ce décor qui est pur jus, hein, on est d'accord. C'est du pur jus, de l'authentique, qui sort tout droit des années 60, 70. Et que vous avez réussi à collecter en quelque sorte, que vous avez récupéré, alors par morceaux j'imagine? Par morceaux, parfois un ensemble. Par exemple, le buffet avec la table et les chaises, c'était tout un ensemble. Donc c'est super pêche ce jour-là. Il y a encore des gens qui conservent des éléments comme ça d'une manière authentique. Oui, il y en a beaucoup qui récupèrent ça de leurs parents ou grands-parents. C'est souvent comme ça que j'arrive à dénicher des pépites. Et alors, pourquoi vous vous êtes mis un jour à faire ça? J'ai toujours chiné depuis toute petite, notamment avec ma maman, ma tante. On aimait bien aller chiner le week-end. Et puis en grandissant, j'ai travaillé dans le commerce. Et puis un jour, j'ai voulu me lancer, ne faire que ça. Et alors vous êtes bloqué sur certaines années, certaines époques? Moi j'aime toutes sortes de vieilleries, mais vraiment le vintage comme vous voyez aujourd'hui, c'est ce que je préfère. Ouais. C'est-à-dire les années 60, 70, ouais. voire 50? Voire 50, même 40, il y a des choses sympas aussi. Parce qu'on voit bien les années 60, 70, c'est très coloré. Coloré, ouais. Avant un peu moins peut-être? Ouais, un peu moins, ouais. Donc là on est dans le coloré, tout ce qui est gai, et puis moi ça me rappelle, alors je suis plutôt des années 80, mais toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai vues chez mes grands-mères, mes grands-parents. De quoi êtes-vous fier particulièrement? Quels sont les objets là, dans ceux qu'on a sur ce décor-là? On va aller voir l'autre tout à l'heure évidemment, dont vous êtes le plus fier. La cafetière que je trouve vraiment superbe parce que déjà c'était la fois où je l'ai chinée, c'était la première fois que j'en voyais une de ce modèle-là. Une cafetière jaune Krups. Voilà, qui est vraiment en super bêta et qui ne fonctionne pas de la même manière que les cafetières habituelles. Donc voilà, c'est une petite pépite. Alors ce qui est fabuleux, c'est que vous avez encore les éléments qu'on trouvait dans les quincailleries là. Hein. Voilà, alors là, si vous arrivez à trouver la boîte à sardines qui correspond, bon courage. C'est quand même fabuleux ça. Ouais, vous avez trouvé ça dans un magasin, j'imagine? J'avoue que je ne sais plus. Oui, il me semble que c'était un monsieur qui tenait une quincaillerie à l'époque et il lui restait un petit peu de stock, donc l'allume-gaz, la clé à sardines, voilà. Donc là, on va aller de l'autre côté. On est dans les années 70-80, je pense. 70 peut-être, ouais. 70, oui. Ouais. Oui, 60-70 même d'ailleurs. 70, ouais. Et ici, on est un peu plus loin dans le temps. Il y a un mélange quand même, ouais, un peu plus années 50, peut-être pour la petite chaise d'écolier derrière le bureau, et puis ça là. Et puis ça, voilà. Ça, on est plus années 60-70, le fauteuil de camping aussi. Et c'est quoi ce joli objet orange? Alors, je pense que ça ne pourra pas vous servir, mais c'est plutôt pour les mises en pli. Enfin, c'était à l'époque. Ah, mais j'en ai fait, il y a très longtemps, pour rire. Voilà, donc je pense pas que les coiffeuses aujourd'hui utilisent ça, mais c'est un objet typique de ces années-là. Et puis, pourquoi pas, il peut être customisé ou détourné pour faire, je sais pas, une lampe. Il fonctionne encore? Normalement oui, j'avoue que je ne l'ai pas rebranché là, mais normalement oui. Alors vous avez le sèche-cheveux également qui marche. Cheveux orange que beaucoup de gens depuis ce matin m'ont dit qu'ils avaient encore ou qu'ils ont eu quand ils étaient plus jeunes. Bon, voilà. Alors ce qu'on a en tout cas, tiens, j'ai envie de tester votre fauteuil. Celui-là, allez-y, installez-vous sur celui-ci. On va terminer comme ça tranquillement. Oula, c'est confortable mais c'est bas. Hein. C'est pour le camping. Voilà. Et puis bien sûr les cendriers, Suze, Ricard, Martini, Picon. Je commence à avoir une belle collection, mais voilà, je fais profiter les gens. Il y en a un qui est parti ce matin, Orangina, qui était sympa. Oui, parce que c'est à vendre en plus. Tout est à vendre ici, ouais. Ah bah voilà, il fallait le dire. À adopter. Bon, qu'est-ce que vous attendez? C'est à la Foire du Mans. Hein. Eh bien, toujours à la Foire du Mans, dans le cadre d'une exposition parmi toutes les expositions, mais celle-ci quand même assez particulière. Elle traite des bals clandestins. Nous sommes avec Serge Bertin, un historien, et qui a réalisé une thèse d'ailleurs à la fin du 19e et début du 20e siècle. Alors Serge, de quoi s'agit-il exactement, les bals clandestins? Les bals interdits, par définition. C'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, entre septembre 1939 et mai 1945, il était interdit de danser parce qu'on était en guerre, tout simplement. Et ce sujet était
pris en main par une équipe de chercheurs, d'historiens, dont le pôle était un breton qui s'appelle toujours Alain Quilveré, avec quelques amateurs, parmi lesquels on a figuré mon épouse et moi au début, tout au moins. Ils ont décidé de faire une exposition. Cette exposition sur les bals clandestins a été présentée à Grenoble, puis à Bourges, et ensuite à Champigny, sur Marne, et un extrait vient d'être montré ici. Alors, les bals clandestins, c'était donc pendant la guerre, quand les jeunes, ou les moins jeunes, avaient tout simplement envie de danser. Alors paradoxalement, les bals clandestins, bien évidemment, mais pourquoi le théâtre était autorisé, pourquoi le cinéma et pas les bals? Ah, ça c'est la grande question. Et c'est ce qui rend la danse comme un art extrêmement intéressant, parce qu'on pouvait, pendant l'occupation, aller tout simplement au théâtre, voir des comédies, se plier en quatre devant les comédies, rigoler. On pouvait aller au concert, on pouvait aller partout, on pouvait s'amuser, on pouvait déguster, il y avait des cabarets, mais on ne pouvait pas danser. La danse, depuis, je dirais presque l'origine, la danse est un art qui s'en le souffre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il met corps à corps, côte à côte, dans une mixité troublante, il met deux individus. Et l'Église a été la première à lancer cette espèce de regard sévère sur la danse. La danse est le premier acte vers l'acte répréhensible, hein, c'est-à-dire l'acte de chair. Et puis, ma foi, les pouvoirs politiques, toujours, que ce soit pendant l'occupation ou avant, ont jeté un regard suspicieux sur les organisateurs de bals. Serge, dans la Sarthe comme ailleurs, où se déroulaient justement les bals? Alors comment s'organisaient-ils et dans quel lieu? Pour faire des bals, il y avait 3 prétextes. Le premier prétexte, ou tout point la première occasion, c'était d'aller en campagne, dans un lieu isolé. Et là, dans une ferme, dans une grange, j'ai un grand nombre de témoignages qui racontent quand les jeunes allaient, tiens, ça circulait, hein, il n'y avait pas Internet bien sûr, mais tiens, dis donc, dimanche, parce que c'était le dimanche après-midi, hein, oui, on va y aller là-bas. Et les jeunes s'y retrouvaient. Ça, c'est dans un lieu isolé en campagne. Le deuxième prétexte, c'était parce qu'il y avait un autre paradoxe là-dedans, c'est quand il y avait des cours de danse, car les cours de danse n'étaient pas interdits. Hein. Et la danse, le bal était interdit, mais les cours de danse. Alors donc, on pense bien que la police jetait un petit coup d'œil, la gendarmerie, mais il y avait une certaine tolérance. Et après le cours sévère, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, il y avait des applications. C'était du bal déguisé. Et puis, il y avait aussi l'autre prétexte, c'était réunion familiale. Et là, une relative tolérance permettait, par exemple, à la fin d'un mariage, aux convives de faire quelques danses. Que risquaient justement les organisateurs des bals clandestins quand ils se faisaient, on va dire, arrêter ou toper, quoi? Oui, quand ils se faisaient toper, c'est parce qu'en général, il y avait une dénonciation. Hein. Et moi, dans les recherches que mon épouse et moi avons faites sur les bals clandestins, nous avons été particulièrement intéressés, passionnés par le cas de Madame Collin. La dame Collin habitait Champagné et c'était en 1944. C'est-à-dire en 1944, c'était encore l'occupation. Et elle avait organisé un bal avec quelques danseurs, un joueur de saxophone, ce n'était pas un accordéon comme la plupart du temps, et ça dansait. Dénonciation, la police arrive et elle est arrêtée. Explication, on était quelques-uns, on se retrouvait entre nous, c'était le jour du baptême du gamin, donc on s'est dit, on va pouvoir faire quelques petites danses. Il avait son saxo, il a joué, nous on a simplement bougé. Bon. On interroge le mari. Le mari, je ne sais pas si c'est un gros bêta ou s'il voulait régler un compte avec sa femme, mais il dit, mais ça fait plusieurs fois qu'on fait le baptême du gamin. 3 fois déjà, on a baptisé, à chaque fois on a fait bal. Donc la police, on était en avril, enquête, la gendarmerie inspecte tout ça, et finalement, au mois de juillet 1944, Madame Collin est arrêtée et condamnée à
3 semaines de prison. Enfin, c'était en principe de l'internement, mais il n'y avait plus de place pour l'internement, donc on l'envoyait, ma foi, au Mans, dans la prison qui existait encore il y a peu de temps. Avant la visitation. Avant la visitation, voilà. Et donc, cette dame Colin, au mois de juillet, elle est allée en prison. Et finalement, elle a été libérée, non pas au bout de 3 semaines, mais quand le Mans était libéré. Donc c'est double libération, libération du Mans le 8 août 1944, libération de la dame Colin en même temps. Quelle histoire. Merci Serge. De nouveau dans le forum, on n'est pas loin de l'expo, on est même au bout de l'expo pour tout vous dire, avec Julie Audureau. Bonjour. Bonjour. Julie, vous nous présentez là vos œuvres. C'est ça. Donc, alors ce ne sont pas tout à fait vos œuvres, parce qu'à l'origine, il y a quelqu'un d'autre qui les a conçues, non? c'est ça. Moi, je les récupère. C'est des objets qui sont anciens que je vais chiner pour les détourner. Voilà. Alors vous les détournez, j'allais dire, gentiment. Hein, c'est-à-dire que vous ne les transformez pas complètement. Quand on voit un téléphone comme celui-là, il reste un téléphone. C'est ça. L'idée, c'est de conserver l'objet comme il est, mais de lui redonner de la valeur en le réintégrant dans notre déco d'une façon différente. Alors moi, j'étais tout de suite séduit en fait en regardant les objets. Là, on a un magnifique ancien appareil photo. Alors, il y a des gens qui vont crier au scandale parce que j'imagine que certains vous disent mais pourquoi vous les abîmez alors qu'on aurait pu les restaurer? Alors, c'est vrai que pour moi, ce n'est pas les abîmer, c'est les remettre en valeur. Mais après, oui, je comprends ce côté-là. Il y a tout un panel d'objets existants. Donc après, c'est vrai que soit on peut les conserver en collection ou on peut les détourner pour les réintégrer. Alors moi je comprends qu'on détourne facilement les réveils. Hein. Ceux-là étaient particulièrement agaçants, les petits réveils qui sont devenus des cœurs là. C'est ça. Alors là, du coup, ça vient d'un monsieur qui répare des réveils et quand il ne peut plus les réparer, du coup, il me les revend pour que moi je puisse les transformer en cadre. Ah d'accord, là au moins on est sûr que c'est effectivement utile. Alors l'originalité avec vous, c'est que d'une part, vous pouvez être inspiré par des objets et les transformer. Ou alors, on peut venir avec son propre objet et vous demander de le transformer. C'est ça, c'est vrai que quelquefois on hérite d'objets qui nous tiennent à cœur, de notre famille. Et c'est vrai qu'on ne sait pas toujours quoi en faire chez soi, mais en même temps on veut les garder parce qu'ils nous rappellent plein de souvenirs. Donc ça permet de les faire revivre autrement. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de raquettes de tennis qui sont devenues des miroirs. C'est une bonne idée, c'est tout simple en fait. Tout simple, efficace, une déco originale et unique. Bon. Qu'est-ce que vous avez fait sur les pendules, je ne sais pas comment on dit, ou les horloges là, qui sont en haut? Parce que j'ai l'impression qu'elles ne sont pas loin de l'origine. Hein. Alors c'est vrai que là on est plus sur un travail de restauration sur les horloges. Donc là l'idée c'est vraiment de les remettre en route, de les refaire fonctionner de façon silencieuse. Et puis sur certaines, je les habille avec du papier peint quand elles sont trop abîmées ou d'une couleur qui est moins actuelle, on va dire. Un petit point sur alors, quelque chose très original, ce sont les boîtes de médicaments, on va appeler ça comme ça? C'est ça, les petites pastilles, les petits médicaments. Ouais. Donc ça faisait partie au départ d'une collection que j'avais. J'ai toujours aimé moi ces petites boîtes et je me suis dit tiens, en fait je vais les transformer en magnettes. Ah, ce sont des magnettes? C'est ça. D'accord, des magnettes épais. Épais, où on peut cacher des petits mots doux. Oui, on peut mettre des choses dedans? Voilà, elles s'ouvrent. Ah, dis donc, c'est formidable ça. Ouais, alors le truc d'enfer, c'est le sèche-cheveux, non? C'est ça, le casque à coiffer de mémé. Oui, alors je dis sèche-cheveux, oui, Oui, vous avez raison. voilà. Vous avez des termes techniques, hein, bon, c'est normal. Ça, de la même manière, il n'y a pas de transformation, là, c'est de la restauration. Là, c'est vraiment de la restauration, mais parfois, ces globes-là, ils étaient intégrés dans un gros luminaire. Enfin, ils n'étaient pas forcément montés de la même façon. D'accord. Voilà, donc là, aujourd'hui, ce sont plus des baladeuses qu'on peut déplacer chez soi. Et puis, Julie Audureau, vous n'êtes... Julie, pardon. Jolie aussi. Vous n'êtes pas du coin, hein, vous n'êtes pas sartoise. je suis vendéenne, désolée. Je disais nul n'est parfait. Bah voilà, tant pis pour vous. Merci beaucoup. Merci aussi à vous.